Bonjour Camille, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ça va très bien. Donc Camille, tu es product owner et product manager à Dashlane, c'est ça? Exactement. Ok. Est-ce que tu peux... Alors moi je viens de découvrir Dashlane. D'accord. J'ai trouvé ça génial. Enfin, Cool, tant mieux. j'ai pas essayé jusqu'au bout le produit, mais rien que sur l'idée je trouve ça grandiose. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça fait, combien d'utilisateurs vous avez, depuis quand vous existez, combien vous êtes au sein de la structure et qu'est-ce que vous proposez? Ça marche. Alors, en gros, Dashlane, ce qu'on essaie de faire, c'est de résoudre le problème de l'identité numérique. C'est-à-dire que toi, quand tu te balades sur Internet, tu as probablement des dizaines de comptes différents partout, avec un mot de passe plus ou moins différent voilà, selon la façon dont tu t'organises. Dès que tu commandes un truc, il va falloir que tu re-rentres ton adresse pour la millième fois de la journée, que tu remettes ta carte de crédit, etc. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de te faire gagner du temps et à la fois de te faire gagner du temps et de te sécuriser. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est pas antinomique et que la sécurité, ça devrait être accessible à tous et que ça n'a pas de, c'est pas antinomique avec la user experience et avec le fait d'avoir un outil qui est facile à utiliser. Donc voilà ce qu'on fait, on remplit en fait du coup toutes tes informations pour toi sur Internet, on te remplit tes mots de passe, on s'en souvient, on te remplit tes informations, nom, adresse, carte de crédit, etc. Et voilà. Et on t'encourage à avoir des mots de passe plus sécurisés pour éviter que tu te fasses hacker. Alors c'est ça, j'ai vu qu'il y avait une petite partie gamification un petit peu où on essaye de t'expliquer qu'il faut avoir des mots de passe quand même plus ou bien vraiment différents, C'est etc. ça. En Euh, fait, on va te mettre un score pour chaque mot de passe pour te dire, bah là, il est plutôt faible parce que ton mot de passe, c'est mot de passe 1, 2, 3, et ça, c'est pas top, quoi. ok. Et ça repose aussi sur les critères des plateformes qui demandent des mots de passe formatés aussi? Ou non, en fait, vous proposez carrément votre propre format et Bah, voilà. nous, on a notre format. Après, il y a des formats plus ou moins standards dans l'industrie. Nous, c'est un petit mix entre des choses standards et où on regarde si tu réutilises ton mot de passe. Mhm. Ça, c'est aussi quelque chose qui amène beaucoup de failles de sécurité. Si tu réutilises le même mot de passe partout, bah, ton vieux compte MySpace que tu avais oublié, qui s'est fait hacker, et ben, comme tu avais le même mot de passe sur Facebook, ben, on va pouvoir hacker ton Facebook, quoi. Ok. Je vais probablement poser pas mal de questions bêtes pendant cet entretien, mais voilà, je trouve ça super intéressant et je pense que c'est bien qu'il y ait une boîte qui s'attelle à résoudre ce problème, puisque c'est vrai que c'en est un et comme tu l'expliques, c'est à la fois de la sécurité et du temps et donc ça touche tout le monde, globalement. C'est ça. Bah, nous, on pense que ça devrait toucher tout le monde. Et notre façon de voir les choses, c'est qu'on pense que tout le monde a à gagner à utiliser Dashlane, que ce soit parce que tu as envie de gagner de l'efficacité ou parce que tu as envie de te sécuriser sur Internet, ou les deux. Ok. Vous êtes combien de personnes dans la structure en tout? Alors, on est à peu près une centaine. Ok, On est séparés entre Paris et New York, ok, parce qu'on est une boîte franco-américaine depuis le début. Et en gros, comment ça se sépare? On a tous les développeurs, les product managers et le support client qui sont à Paris, mhm, et toute la partie marketing, finance et vente qui sont à New York. ok. Bon. Et du coup, vous existez depuis? On existe depuis 7 ans. D'accord, ok. Et c'est quelque chose qui a été immédiat et rapide en termes de croissance, ou finalement ça vient petit à petit et là vous commencez à scaler les choses? Ça vient petit à petit, je dirais que c'est exponentiel. Ça, ça a bien commencé et assez pour que des gens croient en nous et investissent. Et mais là, tous les ans, on voit de plus en plus de croissance et c'est assez prometteur. Ok. Donc on le disait, de plus en plus de croissance, potentiellement ça intéresse tout le monde. De combien d'utilisateurs Ouais. on parle aujourd'hui globalement? Aujourd'hui, plus de 5 millions. Ok, d'accord, ça commence à être consistant. Voilà, Principalement en France, États-Unis, j'imagine, ou c'est essentiellement ça, exactement. États-Unis, ou partout dans le monde? Essentiellement États-Unis, pas mal France, et puis on essaie de s'étendre un peu partout. On vient de lancer notre offre en chinois et en coréen D'accord, en particulier. Et on est disponible dans pas mal de langues. Ouais. ok. Avec potentiellement une ouverture physique là-bas aussi? C'est pas encore dans les plans, mais pourquoi pas. Ok, très bien. Bah écoute, ça nous donne une bonne idée un petit peu de ce que vous faites. Je vais poser des questions un peu en vrac comme ça. Par rapport à la double authentification, des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui vient en complément, en parallèle, en surplus C'est-à-dire pour ajouter des niveaux de sécurité, etc. Bah, Ouais, nous, on essaie d'encourager les gens à le faire. C'est quelque chose qui vient en complément parce que c'est quand même quelque chose pour des utilisateurs déjà assez avancés. d'accord. Tout le monde ne sait pas ce que c'est la double authentification déjà. Donc, peut-être le rappeler, c'est juste d'avoir deux éléments qui permettent d'authentifier. C'est par Mhm. exemple, quand tu vas te connecter, tu vas à la fois mettre ton mot de passe et on va t'envoyer
un code sur ton téléphone Ok. pour le rentrer, pour être bien sûr que c'est vraiment toi et que si on t'a volé ton mot de passe, si on t'a pas volé ton portable, eh ben, on va pouvoir hacker ton compte. Ok. Et du coup, quand je me connecte à Dashlane, je me connecte avec un mot de passe, j'imagine. Du coup, si je me fais, entre guillemets, voler ce mot de passe, est-ce qu'on me vole tous mes autres mots de passe? Non, parce que il va falloir, enfin, dès on va utiliser ton compte avec un nouveau device, un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone, on va te demander justement un deuxième niveau de sécurité qui est lié à ton mail. Donc il faut qu'on t'ait piqué ton mot de passe maître qui n'est stocké nulle part et ton mot de passe de ton mail. Ok, donc effectivement. Pas... Et on peut aussi activer la double authentification sur Dashlane. Sur Dashlane, oui, tout à fait. Bon, très bien. Du coup, on va parler un petit peu de toi maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, ce que tu as fait avant, d'un point de vue académique mais aussi professionnel? Ouais, ok. Alors, moi, du coup, je viens d'un cursus d'école de commerce. Donc, j'ai fait ça et j'en suis sortie il y a 7 mois, en fait, quand j'ai commencé à travailler chez Dashlane. Donc, c'est mon premier job. Bon, bah, félicitations. Voilà. Merci. J'avais déjà fait des stages en tant que product manager, mais c'est mon premier job. Ok, et en tant que à Dashlane, tu as toujours eu ce poste-là ou tu as eu une évolution interne? J'ai eu un peu d'évolution, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais plutôt sur la partie product manager, et là je suis devenue product manager et product owner. Ok, alors justement, du coup ça me donne un bon lance-pierre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant en combinant un petit peu ces deux fonctions, et si toi tu y vois vraiment une grosse distinction ou si tu vas avoir plutôt tendance à essayer de faire en sorte que ce soit plus qu'un métier au sein de Dashlane? Ouais. Je pense que c'est très lié. C'est deux choses qui sont différentes, mais c'est intéressant que ce soit les mêmes personnes qui le font. Parce que, alors, du coup, product manager, ça va plus être la côté, la conception de ton appli. Tu vas imaginer comment ça marchait, tu te mets à la place de l'utilisateur et tu te dis, OK, moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que j'ai envie de faire et quel est le chemin qu'il va falloir que je prenne pour que ce soit facile, pour que j'y arrive, etc. Ça va être le côté vraiment user experience, on va dire. Bosser avec le design pour trouver une expérience qui soit la meilleure possible. La partie product owner, ça c'est lié à du coup l'organisation en Scrum, en Agile, et ça va être vraiment le côté priorisation. Donc c'est pour chaque sprint déterminer ce qu'on va mettre dans le sprint, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, qu'est-ce qu'on peut enlever ou pas du scope pour essayer de shipper le produit le plus rapidement possible et qu'il soit le meilleur possible. D'accord. Donc ça c'est la façon dont tu scindes un petit peu les deux. Aujourd'hui, tu essaies de faire, on va dire, travailler l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Tu cumules ces deux fonctions. J'imagine que tu es du coup pas mal en contact avec à la fois les équipes de New York et les équipes de Paris. Oui, bah, surtout Paris évidemment parce que physiquement je suis à côté d'eux et que je suis dans une équipe Scrum. D'accord. À part entière. Donc je bosse beaucoup avec les ingénieurs, avec les développeurs pour construire les features et puis pas mal avec le support client qui est à Paris pour avoir les retours des gens, etc. Et puis avec le marketing qui ont aussi une bonne vision de ce que les gens aiment, n'aiment pas, ce qui marche pas, etc. Ok. Du coup, aujourd'hui, donc j'imagine qu'au départ, il y a 7 ans, il y avait une vision, une roadmap qui était peut-être portée par une équipe nettement moindre, et puis des personnes beaucoup plus chargées et occupées. Aujourd'hui, toi, tu t'en occupes à 100% ou vous êtes d'autres personnes qui occupaient le même poste à Dashlane? On est plusieurs. Alors, en fait, nous, on a une culture produit qui est assez forte depuis le début parce que un des cofondateurs est aujourd'hui VP Product. Donc, c'est un rôle qui est assez important pour nous. Et donc, sous cette personne-là, on est 4 product managers et on est tous product managers et product owners. Ok, très bien. Et du coup, vous vous êtes divisé un petit peu le travail à 4 par aspect du produit, par, on va dire, front-back, par mobile, desktop. Comment ça se passe? Alors en fait, on est un peu en transition, c'est-à-dire qu'à la base, on était organisé par plateforme. Et du coup, chaque product manager s'occupe d'une plateforme et on veut bouger pour avoir une organisation plus par business unit, qui peut être par exemple par rapport avec le funnel, donc ça va être acquisition, conversion, rétention. Et la raison de ce changement, c'est qu'on se rend compte que on voudrait avoir des équipes qui soient autonomes, end-to-end, qui peuvent vraiment créer leur feature et qui fonctionnent chacune comme une mini startup dans la startup. Mais, parce que là, actuellement, on a beaucoup d'interdépendance
entre chaque équipe, parce que dès qu'on fait quelque chose sur desktop, bah oui, mais il faut aussi que mobile soit compatible, etc. Et du coup, on a besoin que toutes les équipes se coordonnent, et on a souvent des problèmes on attend telle équipe qui fait telle chose, et c'est pour ça qu'on se dit on va faire des équipes cross-platform pour améliorer notre process. Mais du coup, vous êtes, on va dire, diviser un petit peu les strates du framework R avec activation, acquisition, rétention, referral revenue, avec différentes couches. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va s'occuper uniquement du revenue, une personne qui va s'occuper de l'acquisition, etc. C'est ça? Ok. Et toi, si tu peux nous dire de quelle couche tu t'occupes, entre guillemets? Pas encore, parce que c'est pas encore fixé. D'accord, ok. Mais en tout cas, actuellement, je m'occupe de l'application desktop. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait passer, ou qu'est-ce qui vous fait réfléchir à changer de mode, en fait? En dehors du fait de ce que tu nous as expliqué, des latences potentielles, des équipes qui devaient s'attendre, est-ce que vous vous êtes dit ça va être plus agile tout court ou d'autres raisons? On s'est dit que ça allait être plus agile, et surtout, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a mis en place le système des OKR. Et qu'on pense que ça va bien se coupler avec, parce que ce qu'on essaye de faire surtout, et au niveau de notre roadmap, c'est qu'on ne veut pas avoir une entreprise qui soit complètement top to bottom, quoi. C'est qu'on veut que les idées proviennent de tout le monde, des équipes elles-mêmes, et que ce soit les équipes qui soient un peu maîtresses de leur destin. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'en mettant un système d'OKR, du coup, par business unit, après chaque équipe, comment ça marche aujourd'hui, c'est que on a des OKR au niveau de la boîte, qui est permis par la team d'exécutive. Et après, chaque équipe se réunit, fait des brainstorming sur OK, voilà les OKR de la boîte. Nous, qu'est-ce qu'on pense qu'on peut impacter en tant qu'équipe? Donc, on détermine nos OKR. En fonction de ces OKR qu'on a déterminés et qui sont approuvés, c'est tout un feedback loop. D'accord. C'est vous qui donnez des OKR, on va dire, réalisables, et puis c'est validé ensuite par le board. C'est ça. Ok. Exactement. Et du coup, on fait après le même travail pour la roadmap, c'est-à-dire on garde nos OKR d'équipe qu'on a tous déterminés ensemble, et on dit, alors pour réussir ces objectifs-là, on va mettre tel et tel projet dans la roadmap. Ok. C'est des roadmaps à 6 mois, 3 mois, plus? On fait des roadmaps à 3 mois. Ok, d'accord. Et du coup, après, il y a quelqu'un qui s'assure, j'imagine que c'est le VP produit qui s'assure de la cohérence des roadmaps des différentes couches? Ok. Exactement, ouais. Ok, bah écoute, Et on travaille en tant qu'équipe produit ensemble. On essaye de nous voir régulièrement aussi pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'on ait des roadmaps qui soient cohérentes. Et du coup, c'est chaque product manager dans chaque équipe qui lead l'effort d'OKR et de brainstorm de roadmap pour s'assurer que sur toute l'entreprise, ça se passe bien et que ce soit cohérent. Alors du coup, j'ai une question par rapport au fait d'avoir un peu stratifié ça dans le bon sens du terme, mais selon le framework R, est-ce que ça veut dire que d'une, il y a une grosse culture croissance, grosse à Dashlane, et ensuite, est-ce que c'est du coup des compétences que vous devez avoir ou inclure au fur et à mesure de votre progression dans la société? Ou est-ce que justement au sein de chaque équipe, il y a une personne qui s'occupe, on va dire, ou de l'analytics, du growth, du produit, du développement, du design, etc. Ou non, il y a des compétences transverses qui passent d'une équipe à l'autre? Ce qui va être transverse, ça va être surtout le produit et, comme tu disais, l'analytics. On a une forte culture analytique. On en fait depuis le début. Et en tant que produit, on essaye de jamais prendre une décision sans avoir regardé les chiffres avant. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter les débats d'opinion, et quand on débat de quelque chose, ok, mais que disent les chiffres, quoi? Qu'est-ce que font vraiment les gens? Comment ils utilisent Dashlane? Et qu'est-ce qu'on va essayer de changer comme métrique? Donc, dès qu'on lance un projet, on se pose la question alors on parle au support, on regarde les chiffres, etc. On essaie de trouver des solutions et on définit des KPIs de ce qu'on va faire, ok, mais qu'est-ce qu'on va impacter au final? Est-ce que ça va être la rétention qui va s'améliorer, ce genre de choses? Ok. Et du coup, ça, vous êtes totalement libre là-dessus. Je veux dire, vous arrivez, vous tapez dans la base pour faire des requêtes et vous vous dites, tiens, on va émettre l'hypothèse que ça va nous permettre de gagner tant de points sur cet aspect-là, ou non, on va dire, c'est fortement impacté par le board? On a une équipe d'analytics indépendante qui est dédiée à ça, qui s'occupe de nous mettre des graphes partout sur tous les chiffres qui sont importants pour que vraiment tout le monde s'imprègne de ça et en ait conscience. Ok. Donc ça c'est de l'info qui est partagée au niveau de toute la boîte. C'est de l'info qui est partout, et oui, on a une forte culture de la transparence. Donc tout est disponible à tout le monde, ou presque. Forcément. Mais du coup, l'équipe d'analytics s'occupe de faire surtout les analyses plus poussées, où nous, en tant que product, on peut pas juste faire une requête SQL et voir ce que ça donne. Mais nous, par contre, de notre côté, on fait nos requêtes tout seul, et on essaye le moins possible d'avoir à leur demander des choses. Et si on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut pas avoir tout seul,
on essaie de mettre en place un process ou quelque chose pour que les analytics nous mettent soit un nouveau graphe, un nouveau truc à disposition, qu'on puisse ensuite utiliser nous tout seuls. Ok, très bien. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire un petit peu comment vous fonctionnez à partir du moment où il y a quelque chose qui est dans votre roadmap, qui est validé, et vous le saisissez, vous sortez du backlog et vous commencez à travailler dessus, jusqu'à, on va dire, la mise en prod, éventuellement son cycle de vie ensuite? Ça dépend du type de projet, mais disons, au niveau du produit, ce qu'on fait, c'est que d'abord on essaie de comprendre le problème, donc c'est ce que tu disais, qu'est-ce qu'on veut résoudre, qu'est-ce qu'on veut améliorer, quels sont les chiffres. On essaie de regarder quels sont vraiment les cas d'usage de nos utilisateurs. C'est alors j'essaye de faire ça et du coup je clique sur ça, puis je fais ça et voilà. On essaie de prioriser ça, quels sont les use cases qu'on va choisir. On essaie de mesurer l'impact qu'on veut avoir. Ensuite, nous, product, mais aussi en incluant, dès que possible, les développeurs et les designers, on brainstorm sur les solutions possibles. Nous, on fait des petits wireframes pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Ensuite, on bosse avec le design pour avoir un design final. Et ensuite, on commence le développement. Donc, en agile, en scrum, donc on découpe en user story. Est-ce que vous avez différents niveaux, on va dire, hiérarchiques? Vous avez user, fonctionnalité épique, encore au-dessus, ou non, vous en avez qu'un et finalement ça fait le job? Oui, bah, tu vas avoir un projet. Ouais. Et puis ensuite, qu'on va découper ou pas en équipe, en épique, selon la taille du projet, et puis après en user story. Ok, d'accord. Et ça, c'est un découpage qui a toujours existé dans la société ou c'est arrivé petit à petit en fonction du grossissement des équipes? Ouais, c'est arrivé petit à petit parce que c'est quand tu commences à avoir une structure plus grosse que tu commences à avoir besoin vraiment de quelque chose de très structuré. Quand t'es trois, ça va, mais... On est bien d'accord. Et alors du coup, donc vous préparez, enfin toi en l'occurrence et les autres PMPO, vous préparez tous ces livrables-là. Ensuite, vous les passez à l'équipe de développement. Mais on essaye de rester très présent sur tout le cycle. C'est-à-dire que dès que les développeurs implémentent quelque chose, en général assez petit, on essaie de faire des petites user stories. Donc ça nous, on valide ça pendant nos sprints pour dire ok, ça c'est bon, je l'ai testé, c'est effectivement le cas que je voulais avoir, l'usage que je voulais. Okay. Et sinon, on fait des feedback loops avec les développeurs pour changer si besoin. Ok. Du coup, j'imagine que comme le reste, ça varie. La taille des sprints varie aussi en fonction de la taille et du nombre de user stories à livrer. Dans une certaine mesure ou non, ça peut vraiment varier beaucoup? Non, ça varie pas beaucoup parce qu'on est un nombre de développeurs fixe. Donc ils ont une charge de travail qu'ils peuvent prendre qui est toujours à peu près la même. Ok, très bien. Et ensuite, ça part en prod? Et après, ça part on le sort en interne, en bêta. D'accord, ok. Alors combien vous avez de niveau de staging en fait? On en a du coup 3. Parce qu'on fait d'abord la QA en staging vraiment. Ouais. Ensuite, on le sort en interne. Ouais. En fonction de la taille de la feature, évidemment, on le sort. On demande ou pas des feedbacks à tout le monde pour bien vérifier que ça marche, que tout le monde nous dise ah bah là, on aurait peut-être dû changer ça parce que tout serait pratique, okay. etc. Ensuite, on le sort en bêta pour voir si ça se passe bien. Alors, en bêta, concrètement, c'est sur une partie de votre base d'utilisateurs, en AB, comment ça se passe? Non, la bêta, c'est vraiment des gens qui sont inscrits à notre channel bêta. Okay. Et qui sont volontaires pour l'expérience. Qui savent que potentiellement ça peut mal se passer. Okay. Voilà, exactement. Et après, on le sort en prod. Après, on fait pas mal d'A/B tests. Ouais. Parce que ça, c'est super intéressant quand on n'est pas sûr plutôt sur des petits trucs, mais si on se dit, si le wording, on ne sait pas trop, pour, par exemple, convertir au premium, c'est typiquement des choses qui sont assez sensibles et ça peut se jouer à un mot. Du coup, on fait pas mal d'A/B testing sur, on prend 50-50, on met les deux propositions qu'on a. C'est ce que j'allais vous demander, vous faites 50-50 sur votre base de 5 millions d'utilisateurs ou vous faites 50-50 sur une base plus réduite? Oh, ça va dépendre du test. Ouais, d'accord, tout simplement. Ok, très bien. Il y a beaucoup de tests automatisés aussi, j'imagine, parce que c'est quand même un outil où il y a un petit peu de config, il y a un peu de paramétrage, il y a des choses qui doivent être assez chiantes à faire, pour être clair. Quand tu dis des tests automatisés, c'est avant de le faire éventuellement des tests manuels, il y a toute une série de tests qui est déjà... Oui. Ok. Et ensuite, du coup, ça part en prod. Est-ce que ça vous arrive de modifier ou de retirer une fonctionnalité qui aurait été mise en prod? Oui, si on pense que... Si on a des mauvais retours, si on voit qu'on aurait dû le changer parce que finalement, on pense que c'est mieux, on
on itère sur des features si besoin. Ouais. Ok, et ça, c'est plus par rapport aux OKR que vous êtes fixés. Vous dites, bon, bah là, on va pas y arriver à temps ou pas y arriver tout court. Du coup, on essaye de modifier, on retire ou on tente quelque chose de nouveau directement. Euh, Ça, c'est jamais vraiment arrivé. En tout cas, pas Tant depuis que je mieux. suis là. On n'a jamais eu de gros problèmes en lancement d'une feature où on se dit on arrête tout, il faut absolument qu'on la retire. Hein. D'accord. Ça, on a assez de niveau de test avant pour que ça n'arrive pas. Ok, très bien. Du coup, toi, tu as une expérience de 7 mois, c'est ça à peu près, C'est ça. dans le métier. Est-ce que avant, ce qui va être intéressant, je vais te poser des questions un petit peu là-dessus parce que je pense que ça peut éveiller euh, des consciences et puis des envies de faire ce métier-là. Qu'est-ce qui t'a amené, en dehors de l'opportunité de travailler à Dashlane, de te dire, tiens, ouais, effectivement, occuper un poste de ce périmètre-là et autour du produit, ça m'intéresse. Bah, en fait, alors moi, du coup, j'ai fait une école de commerce parce que je trouvais ça cool et au début, je me dirigeais plutôt vers le marketing stratégique. Mhm. Donc, j'aimais bien l'idée de concevoir un produit et d'être un peu derrière à imaginer à quoi ça peut ressembler, etc. Mais j'ai toujours été intéressée par les choses assez techniques finalement. J'avais pas envie d'être développeur, mais ça m'intéresse de comprendre comment ça se passe. Ça m'intéressait de bosser dans des startups, ça m'intéressait de bosser dans la tech. Et en fait, du coup, j'ai fait un premier stage en tant que product manager Ok. où je suis tombée là un peu par hasard, on va dire. Enfin, je savais pas ce que c'était un product manager au final. Mhm. Mais je savais que je voulais bosser avec des devs, que je voulais faire de la tech. J'ai vu ça, cette offre, je me suis dit allez. Allez. Et je suis tombée amoureuse de ce type de poste. Je trouve que c'est hyper intéressant et du coup, je savais en venant à Dashlane que je voulais absolument faire ça. Bon. Donc voilà, la vocation s'est avérée sur le terrain même et dès le départ. Exactement. Okay. Ah bah, ça a été que de l'apprentissage sur le terrain parce que des formations de product manager, ça n'existe pas vraiment. Voilà. Et on vient en général de milieux très différents. Hein. Il y a des gens qui viennent d'écoles d'ingé, d'écoles de commerce, de design. Enfin, ça peut être très varié et ça peut être même hors école et tout ça. Hein. Okay. Donc, dans les personnes qu'on a eues dans les vidéos, il y a des personnes qui ont plus ou moins d'expérience. Il y en a beaucoup qui ont connu, on va dire, des méthodes pas du tout agiles, des choses assez anciennes. Toi, du coup, tu n'as pas ce vécu-là. Est-ce que du coup, ce que tu nous décris, c'est très agile comme mode de travailler. Est-ce que du coup, tu vois ça comme juste une normalité ou tu vois pas comment on pouvait faire autrement avant? Je vois comment on pouvait faire autrement parce que je vois comment on peut tomber dans le revers de ah mais je fais un énorme projet et j'essaye pas du tout d'itérer et machin, mais c'est tellement dommage, tu t'apprends tellement en lançant vite des choses, en ayant les feedbacks des utilisateurs et tu peux pas te dire je vais développer un truc pendant 2 ans et on verra quoi. C'est un tel risque en fait au niveau de l'entreprise que ça a presque pas de sens et surtout dans le software où on peut itérer si vite, ça a pas de sens. Ok. Enfin. Du coup, ce même regard frais, du coup, comment tu le vois par rapport au futur de ces métiers-là? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que ça peut devenir demain? Alors là, tu me poses une colle. C'est la meilleure réponse que tu peux donner si tu sais pas. Moi-même, j'ai pas un point de vue très tranché sur le sujet. Et je sais qu'il y a plein de possibilités. Il y a des gens qui disent que ça va mourir, il y a des gens qui disent que ça va se spécialiser, il y en a qui disent que ça va devenir de plus en plus englobant, que ça va incorporer de plus en plus de compétences. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment tu te... Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas eu de formation encore, pour le moment, ou du moins pas beaucoup, sur le sujet. Comment tu te formes ou comment tu te mets à jour ou comment tu t'enrichis sur le sujet? Est-ce que tu lis, tu regardes des vidéos? Est-ce que tu fais d'autres choses en dehors de ton métier quotidien? J'essaie de lire pas mal. Je pense il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps que le product manager, c'est celui qui est à l'intersection entre le business, le design et la tech. Mm-hmm. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir... t'es pas obligé d'être le plus pointu sur chaque sujet, mm-hmm. mais t'es obligé de comprendre chaque et d'avoir des compétences sur chaque un minimum. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile. C'est-à-dire que tu vas bosser avec à peu près toutes les parties de ton entreprise, avec des gens très différents, et il faut savoir comprendre chaque type de personne. Donc il faut être capable de bosser avec le design, il faut être capable de bosser avec les devs, et ça c'est un apprentissage que moi j'ai fait clairement sur le terrain, parce que je sais pas coder quoi. Maintenant je comprends quand je discute avec des développeurs, mais c'est un truc qui se fait au fur et à mesure. Donc je pense que ça peut être que finalement de l'apprentissage sur le terrain. Après, il y a tellement de ressources sur Internet que tu peux lire, des blogs de gens intéressants qui parlent
comment être un meilleur product manager, etc. C'est infini comme ressource. Moi, j'aime bien la newsletter de Mind the Product, qui est assez cool, où il y a Product Manager HQ, qui est pas mal aussi. C'est les deux que je suis le plus. Okay. Mais après, tu peux aller te balader sur Medium pendant 2 ans et tu auras encore des trucs à lire. Hein. On est d'accord. Très bien. Ok. Du coup, il y avait un point que tu abordais qui était celui de discuter avec les développeurs. Moi-même, j'ai eu un petit peu ce souci au départ. Et effectivement, il n'y a pas non plus d'école pour apprendre à discuter avec un développeur si on n'a pas fait une école informatique de développement. Est-ce que finalement tu penses que c'était raisonnable d'avoir peur ou pas du tout et qu'il n'y a pas de crainte à avoir Moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Et c'est plus ou moins facile du coup. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui se disent non mais je vais pas aller leur parler, ça a l'air compliqué, je comprends rien quand ils me parlent? Il faut réussir à comprendre leurs problèmes aux développeurs. C'est-à-dire que eux, quand tu leur demandes de développer une feature, ils vont voir le problème que ça peut causer. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer des bugs en codant quelque chose de nouveau, ils peuvent casser complètement l'appli. Et du coup, c'est pour ça que je pense, souvent, les développeurs ont tendance à te dire non, on va pas le faire, c'est pas une bonne idée. Parce qu'au final, ils n'ont pas envie de casser tout ce qu'ils ont fait avant. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre quand tu discutes avec un développeur. Mais non, il n'y a absolument pas de crainte à avoir. Moi, je trouve que dans mon expérience, c'est des gens adorables. Et voilà, en fait, il faut réussir à, toi, leur faire passer pourquoi tu as envie de faire ça et leur faire passer la compassion utilisateur, en fait, qui se mettent à la place de l'utilisateur. Et eux, il faut qu'ils te fassent passer le risque de développement et le coût que ça va avoir de ce que tu lui demandes. Et donc, du moment que tu as 2 personnes ouvertes qui discutent, de toute façon, que ce soit un développeur, un designer ou un product, il n'y a pas de problème. Ok. Tu parlais de compassion utilisateur. Est-ce que tu as l'occasion, régulièrement ou pas d'ailleurs, d'être en contact direct? Tu parlais des fonctions support, des ventes, du marketing qui te sourçaient par rapport à la roadmap. Est-ce que tu as l'occasion parfois en fait de les voir et de les rencontrer? Alors de les rencontrer, j'ai jamais fait. Au moins de discuter avec eux. Ce serait intéressant. Il y a un truc qu'on fait pas mal et qui est super utile. On utilise un outil qui s'appelle user testing. C'est quand on réalise quelque chose de nouveau ou même qu'on a un prototype de design, on va le mettre sur cette plateforme et en fait des vrais utilisateurs qui sont sur cette plateforme vont tester le produit et sont filmés pendant qu'ils testent. Et du coup, tu peux leur poser des questions, leur demander, alors essaye de rajouter un mot de passe dans l'appli. Et eux, ils vont le faire. Tu peux regarder comment ils font, à quel moment ils galèrent ou pas, et leur demander du feedback. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super utile en tant que product manager, de voir une vraie personne, on va dire, qui ne connaît pas ton produit et qui ne sait pas de quoi ça parle, et voilà, essayer de faire ce qui, toi, te paraît évident parce que c'est toi qui l'as designé, mais qui, pour quelqu'un d'autre, ne l'est pas forcément. Okay. Du coup, ça te permet d'avoir des verbatim, ça te permet de traiter quand même des données, on va dire, un peu plus quantitatives. Est-ce qu'il y a un nombre d'utilisateurs limite qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir exploiter tout ça? Je pense que pour ça, c'est plutôt du qualitatif, justement. Enfin, sur le côté quantitatif, on a des mesures comme le NPS qui peuvent être super utiles. Ou les requêtes au support, etc. Mais je pense que là, sur le côté user testing, c'est vraiment pour avoir un avis plus qualitatif et regarder dans le détail sur 10 personnes qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font tous la même chose? Est-ce qu'ils vont tous faire cliquer sur le même truc alors que c'est pas là que tu voulais qu'ils cliquent? Enfin, ça va pas être sur des énormes nombres, je trouve. Okay. Du coup, vous vous adressez à beaucoup d'utilisateurs et l'idée c'est qu'il y en ait de plus en plus. Comment vous abordez le fait que vous allez aussi vous adresser à des utilisateurs, on va dire, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, de moins en moins techniques, puisque je pense qu'au départ, c'est des gens qui sont réellement confrontés aux problèmes et qui ont beaucoup de comptes, donc qui ont une appétence forte à tout ce qui est produit en ligne, technique, etc. Et puis de plus en plus vous allez vous adresser à des gens qui n'en ont pas. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous? Est-ce que c'est une vraie barrière à l'entrée? Est-ce que c'est uniquement un problème de design? Comment vous l'appréhendez? Alors, figure-toi que nos utilisateurs sont plutôt des gens pas techniques. Okay. En fait, le monde du password management et ce genre de choses, c'est justement très tech-savvy. C'est beaucoup de gens qui sont plutôt des geeks, qui ont plein de comptes, etc. Et Dashlane, ça a été créé justement dans l'idée de ne pas le faire pour ces gens-là, qui s'en sortent finalement déjà avec d'autres solutions, mais que ce soit fait pour tout le monde.
et que pour que les parents puissent utiliser Dashlane facilement et qu'ils comprennent comment ça marche. Et justement, nos utilisateurs sont assez âgés, assez pas tech-savvy. D'accord. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc on est plutôt serein Bon. sur ça. On se dit que nous, on mise beaucoup sur la user experience et que on pense que c'est ça qui va marcher. Qu'est-ce que tu dirais, parce que tu viens de parler des parents, donc j'ai quelque chose qui commence à tourner dans ma tête. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de conseiller à ses parents d'utiliser Dashlane? Quel est l'argument principal et majoritaire, ou du moins quelles sont les premières réticences que quelqu'un émet à utiliser le produit? Alors, je dirais qu'il y a deux types. Il y a ceux à qui il faut dire que tu n'auras qu'un seul mot de passe dont tu es obligé de te souvenir, c'est celui de Dashlane. Ok. Ça, c'est typiquement ma mère qui ne se souvient d'aucun de ses mots de passe. Okay. Et je l'ai convaincue assez rapidement avec ça. Ça y est, elle est utilisatrice. Voilà. Donc tu connais tous ses mots de passe ou pas? L'autre, comment? Non, je disais, tu connais tous ses mots de passe alors? Et non, je ne connais pas ses mots de passe. Mais et tu as le deuxième type d'utilisateur qui va être celui qui a peur qu'on le hack, plutôt, et là, dire, justement, on est là pour t'aider à sécuriser tes comptes. Ok. Et du coup, deux arguments. Le truc pour casser, on va dire, le manque de confiance, c'est quoi? C'est le fait que vous existez depuis un temps, que vous n'avez pas eu de faille de sécu, des choses comme ça? Alors en fait, nous, on a une architecture qui est faite pour que même si on se fait hacker, les données de nos utilisateurs ne fuient pas. Okay. On a accès aux données des utilisateurs. Et une architecture qui est brevetée pour que même... Alors Camille, je sais pas si tu m'entends. On a eu un léger freeze. Et c'est dommage parce que tu parles de sécurité. Alors ça décrédibilise complètement ton propos. On va juste essayer de refaire la réponse à la question. Parce que alors nous on a une architecture qui, et puis là ça part en rideau. Et j'ai fait, ah mince, c'est dommage. Ça part, c'est bien. Si c'est toujours pas revenu bien en termes de lag, j'ai un petit freeze vidéo. Ça y est, ça revient, c'est un peu mieux. Si tu peux juste reprendre à partir de... Alors nous on a une architecture qui, pour que je fasse un petit coup. Alors du coup nous on a une architecture qui est d'ailleurs brevetée, qui est faite pour que même quelqu'un qui travaille chez nous n'ait pas accès aux données de nos utilisateurs. Okay. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à notre propre serveur et tout se passe en local sur la machine de l'utilisateur. Okay. Le mot de passe Dashlane de quelqu'un il est stocké nulle part. Et toutes les données sont cryptées et décryptées en local sur ta machine. Ok, bon, c'est très clair. D'où le fait que tu ne connaisses pas les mots de passe de ta mère. Exactement. Bon, ça a fini de me convaincre. Je vais aller me faire un compte de ce pas. Je te remercie beaucoup pour ton temps, tes explications et puis ta sympathique image de Dashlane que tu dégages. Donc voilà, c'est super. Je te souhaite une excellente journée, Camille. Eh ben merci, à toi aussi. À bientôt, au revoir. À bientôt.